Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mon co-présentateur, le professeur Ibrahim Silla. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Aliou. Tout à l'heure, nous allons recevoir un ancien champion du monde de boxe qui viendra nous parler de la reprise du championnat national après un arrêt de 37 ans. Je veux parler de M. Souleymane Bey, ainsi qu'un titulaire d'un doctorat en géographie qui est le secrétaire permanent de l'initiative continentale Rapport alternatif sur l'Afrique. Mais tout de suite, nous allons recevoir un officier de gendarmerie à la retraite et docteur en sciences de gestion. Il est également titulaire d'un diplôme d'études supérieures en administration et gestion du CESAC, d'une maîtrise en portugais de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et d'une licence en droit de l'Université de Paris-Sceaux. Il vient de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal l'ouvrage intitulé « L'évolution de la stratégie et du leadership dans les organisations de sécurité ». Nous recevons ce soir le colonel Doudou Sall. Bonsoir, colonel. Bonsoir, M. Ndiaye. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Pareillement. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan l'évolution de la stratégie du leadership dans les organisations de sécurité, les exemples du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Je crois que c'est votre thèse que vous avez adaptée. Exactement. C'est un extrait de ma thèse que j'ai soutenue en 2018. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est écrit avec beaucoup de rigueur. Non seulement il y a la rigueur académique, mais on sent aussi la rigueur militaire derrière l'écriture de cet ouvrage. Merci. Donc c'est avant tout un ouvrage qui parle d'organisation. Même avant de parler d'organisation militaire, vous parlez d'organisation. Et toute la première partie, vous nous faites un peu, vraiment un peu des rappels historiques par rapport à tout ce qui est organisation, les types d'organisation et les types de stratégies. Lorsqu'on sait que la stratégie à la base, c'est une discipline militaire. Exactement. En fait, nous avons essayé de regarder les organisations à travers la sécurité. Comment est organisée la sécurité. Et donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'organisation de la sécurité est quand même assez dépendante de la stratégie qu'on y trouve et du leadership. Absolument. Donc, on a véritablement découvert que pour que les organisations de sécurité soient performantes, il faut que leur stratégie et leur style de leadership soient adaptés. Absolument. Parce que vous prenez les exemples du Sénégal et de la Guinée-Bissau. D'abord pour les forces armées sénégalaises. Lorsqu'on parle de stratégie et de leadership, là, je me dis que c'est vraiment un bon exemple parce que sur le plan du leadership militaire, je dirais que nous sommes vraiment parmi les pays au monde les mieux lotis. Nous avons une armée vraiment très bien instruite. La preuve par vous et par beaucoup d'autres officiers brillants qu'on a eu à inviter. Et là aussi, vous nous parlez du leadership et du management à travers des classiques comme Mintzberg, comme Porter, qui ont une vue assez différente. Vous dites que nous, notre stratégie, c'est plus la stratégie émergente à la Mintzberg qu'on voit dans l'armée. Et que, contrairement à ce que les gens pensent, que l'armée n'est pas aussi carrée que les gens croient et que voilà, les décisions parfois viennent suite à des consensus et à des étapes. Exactement. En fait, le leadership militaire sénégalais est un leadership reconnu comme étant de qualité. Et quand on l'analyse, on se rend compte qu'il s'est appuyé sur une instruction, une formation vraiment de ses cadres. Et cette formation est une plus-value par rapport à d'autres armées africaines. Et nous nous sommes rendus compte dans l'étude que le leadership militaire sénégalais n'est pas uniquement un leadership, disons, basé sur l'autoritarisme. C'est un leadership qui s'est appuyé sur la formation depuis
les années, le régime de Senghor, on a vu comment le président avait insisté pour que les premiers cadres des armées soient des gens bien formés. Il a même fallu, à un certain moment, nos premiers officiers sont les officiers qui avaient été puisés dans le corps des enseignants. Et pour dire que nous avons eu cette chance d'avoir eu des gens bien formés pour encadrer nos armées. Absolument. Et là aussi, comme vous parlez des organisations de sécurité, que ce soit les organisations étatiques ou non étatiques, on voit aussi tout le succès que le Sénégal a au niveau international. Est-ce que c'est dû vraiment à la qualité, cette qualité dont vous parlez de nos forces armées? Exactement. Vous savez, les pays africains qui ont connu beaucoup d'instabilité, c'est des pays qui ont eu un leadership qui a changé. Et souvent, leur leadership est plutôt basé sur le courage, sur, on peut dire, la loi du plus fort. Vous arrivez au pouvoir, vous faites la promotion des gens qui vous ont supporté et sans tenir compte de leur formation, parfois, on peut même rencontrer des officiers qui sont analphabètes. Et quand un autre coup d'État arrive, on fait la promotion de la classe qui a fait le coup d'État et on reprend tout à zéro. Et là, donc sur le plan international, vous voyez que quand les officiers sénégalais sont sollicités, ils amènent une expertise qui, on peut dire, est quand même assez consistante. Et souvent, on peut même, quand on est en contact avec nos amis des armées modernes, de pays modernes, on est tout à fait en phase avec eux. C'est pourquoi les organisations internationales font beaucoup confiance à l'expertise sénégalaise. Absolument. Avant de parler peut-être du cas de la Guinée-Bissau, je vais passer la parole à Ibrahima. Bonjour mon colonel. Bonjour, bonjour professeur. C'est un plaisir de vous lire. Alioune Ndiaye l'a dit tout à l'heure, vous nous avez produit là un travail qui respecte toutes les normes, les contraintes académiques, on va dire. C'est un travail de thèse, un travail doctoral, où vous respectez, en tout cas, jusqu'au petit point. Là, c'est pour ça qu'il dit que c'est la rigueur militaire, parce qu'en lisant, on se rend compte que jusqu'à la bibliographie, vous avez tout particulièrement respecté. Premier étonnement, j'ai vu beaucoup d'ouvrages en anglais que vous avez cités. Je sais que vous parlez portugais. Parlerez-vous anglais en plus du portugais? Effectivement, vous savez, les sciences de gestion sont des sciences qui se sont beaucoup appuyées sur des auteurs anglo-saxons. Et vraiment, c'est un vrai frein, c'est un obstacle majeur quand on fait des études doctorales en sciences de gestion sans maîtriser la langue anglaise. J'ai eu la chance, quand j'ai fait donc mes études universitaires, j'avais l'anglais en deuxième langue. Et vraiment, si on arrive jusqu'à la maîtrise dans une langue, vous avez forcément des prérequis sur la deuxième langue. En plus de ça, j'ai également eu la chance d'avoir fait des missions dans des pays, enfin, dans les organisations internationales. Et dans les organisations internationales, la langue de travail, c'est l'anglais. Ce qui fait que, forcément, je suis obligé de naviguer entre les langues. J'ai effectivement fait des études en portugais et j'ai eu la chance également de faire des séjours dans des pays lusophones comme l'Angola et comme le Cap-Vert. J'ai fait un cours. Pourquoi l'anglais? Est-ce qu'à dire que l'essentiel des productions scientifiques est en anglais? Je crois que, voilà, quand même, beaucoup d'auteurs... Surtout en management. Voilà, en management, connus, beaucoup de théories émanent, en tout cas, ont été plus ou moins produites par des auteurs qui ont écrit en anglais. On peut dire, sans risque de se tromper, que dans les sciences de gestion, les pays anglo-saxons sont un peu plus en avance que les pays francophones. Et qu'est-ce qui explique cet engouement, cette volonté presque insatiable des militaires, des officiers de plus en plus? On les voit à l'université. On aurait pu penser, d'ailleurs, ils arrivent bien formés, mais on a l'impression qu'ils ne sont jamais rassasiés. Vous en êtes
l'exemple typique. Le militaire qui arrive, qui a eu une bonne formation, qui arrive, mais qui, en tout cas, qui a envie de poursuivre sa formation, qui a envie d'en savoir plus. Raison pour laquelle, à un moment, on se rend compte que partout à l'université, on a des militaires qui soutiennent des thèses, qui développent toute une forme de science, toute une série de productions scientifiques. Qu'est-ce qui explique cet engouement, ce besoin, cette volonté d'en savoir toujours plus? Est-ce que c'est le haut commandement qui vous incite à aller vous former davantage? Qu'est-ce qui explique cet engouement-là autour du savoir académique? Vous savez, je crois que vraiment toutes les autorités militaires, même les autorités politiques, depuis les indépendances, ont encouragé. Et je peux vous dire que vraiment pour la carrière militaire, c'est très rare de passer à un niveau de grade supérieur sans faire valider ça par des études et un diplôme. Cela veut dire que les militaires ont des prédispositions pour apprendre. Parce que pour faire carrière, vous êtes, voilà, je crois, il y a une incitation, il y a beaucoup de motivation à apprendre. Maintenant, c'est vrai que par rapport aux officiers, vraiment, il y a aussi une sorte d'engouement dans les études. C'est parce que déjà, depuis les années 80, pour accéder aux grandes écoles militaires, on a commencé à demander des diplômes universitaires. Et vraiment, une fois que vous touchez donc au savoir, souvent c'est difficile de vous en départir. Et au fur et à mesure de la carrière, vous êtes appelé à faire d'autres études, mais vous vous rendez compte que quelque part, voilà, au Sénégal, le savoir est primé, le savoir est récompensé. Et non pas par rapport à des valeurs matérielles ou financières, hein, c'est vraiment parce que quand vous avez vraiment vous avez fait des études, vous pouvez quand même faire valoir vos arguments. Et ça aussi, c'est quand même important. Et voilà, par rapport au travail aussi, c'est important parce que quand vous montez un dossier, la rigueur que vous apprenez à l'université ou en tout cas dans les études académiques aussi se reflète sur le travail que vous faites. À partir de ce moment-là, c'est très motivant. Et j'ai vu dernièrement que vraiment cette incitation aux études a été davantage récompensée parce que maintenant, même les diplômes militaires sont quand même récompensés. Et de ce point de vue, je crois que c'est une originalité sénégalaise, peut-être. En tout cas, je crois que c'est une attitude ou un comportement à encourager parce que quand on a le savoir, on arrive à avoir beaucoup plus de discernement. Absolument. Et à partir du moment où on est confronté aux problèmes de sécurité, le discernement est quand même voilà. Vous venez de lâcher le mot sécurité. Vous abordez dans cet ouvrage la question de la sécurité. Cette question, comme vous l'avez indiqué en chapitre préliminaire, est un sujet qui revêt un intérêt fondamental et qui a intéressé toutes les disciplines, comme vous l'avez écrit. Les sciences de gestion, l'histoire, les sciences politiques ou la science politique, le droit, la géopolitique, la géostratégie. Toutes les disciplines se sont intéressées à ce concept carrefour que constitue la sécurité. Et vous nous dites un certain nombre de choses par rapport à la sécurité qu'on pourrait reprendre en d'autres termes. Si l'on regarde bien, on a l'impression que la sécurité est la préoccupation fondamentale de toutes les entités, qu'elles soient politiques ou pas, qu'elles soient publiques ou privées. On a l'impression que dans le domaine de l'agriculture, que dans le domaine des États, que dans le domaine de l'économie, que dans tous ces domaines-là, la sécurité reste la préoccupation fondamentale des sociétés. À tel point qu'au commencement de l'État comme entité, comme type d'organisation, il y avait peut-être cette préoccupation sécuritaire. Comment éviter l'anarchie? Comment organiser la société, assurer nos sécurités? Comment établir des forteresses, des forts pour assurer la sécurité? Jusqu'à aujourd'hui, nous vivons encore cette problématique-là, cet intérêt, cette obsession des États, des privés, des entrepreneurs autour de la sécurité. On peut dire que la sécurité est un concept, mais plus qu'un concept,
c'est une préoccupation fondamentale qui traverse toutes les activités de notre vie. Et je pense que c'est le thème que vous essayez d'aborder en l'intégrant et en nous montrant en quoi le leadership est important par rapport à la gestion de la sécurité. Mais aussi, quelque chose d'aussi d'important, c'est la stratégie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus autour de ce concept, autour de ces concepts-là que vous manipulez? Parce que vous manipulez beaucoup de concepts. Ne serait-ce qu'avec, quand j'ai regardé, vu le titre, je me suis dit, mais tous les termes du titre sont des concepts, sont des sujets à part entière qui pourraient faire l'objet de l'évolution de la stratégie géopolitique, géostratégie, etc. Il y a énormément de choses à dire. Le leadership, on en parle, c'est un concept d'actualité voilà. Les organisations, il y a énormément de choses à dire sur les organisations, les formes d'organisation, les types d'organisation, la dynamique évolutive des organisations, la question de la sécurité. En plus de ça, vous faites une étude comparative entre deux pays. C'est intéressant, le Sénégal, la Guinée-Bissau. Et donc, à un moment, on peut se poser la question de savoir comment vous arrivez à trouver un fil conducteur qui peut nous permettre, en tout cas, de saisir la problématique de la sécurité dans le monde actuel. D'autant plus que vous citez en bibliographie un ouvrage intéressant, la mondialisation de l'insécurité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la sécurité, par rapport à tout ça? Mais, professeur, vous avez parfaitement raison. C'est vraiment, la thèse a abordé beaucoup de concepts. Et l'intérêt donc, du travail, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une évolution des concepts, de tous les concepts qui sont manipulés dans cette thèse. Quand vous parlez de sécurité, déjà, vous avez raison, hein, c'est une préoccupation de tous les instants. Déjà, les auteurs, les grands auteurs, déjà, on peut citer Maslow, le besoin physiologique, le deuxième niveau de la pyramide des besoins, le deuxième niveau. C'est un besoin de sécurité. Donc, une fois que vous avez mangé, vous avez en tout cas les besoins primaires, c'est pratiquement le besoin de sécurité qui se présente à vous. Donc, les auteurs ont déjà saisi l'importance de la sécurité. Après, on a eu Hobbes qui dit que vraiment, il faut confier notre sécurité à un prince qui connaît nos préoccupations en matière de sécurité et qui va confisquer nos libertés pour pouvoir nous appliquer la sécurité, pour qu'on ait tous la sécurité. C'est la sécurité du prince. Et après, Weber est venu et a également théorisé le monopole de la violence légitime. Et il met l'accent, lui, non pas sur le prince, mais sur l'État. Sur l'État. Donc, l'intérêt de la thèse, c'est que voilà, cette théorie est dominante. Elle est considérée comme la théorie dominante qui s'applique tous les États. Maintenant, la thèse vient dire, écoutez, attention, la théorie weberienne est effectivement la théorie dominante. Mais elle est à relativiser. Parce que maintenant, il y a des irruptions de nouveaux concepts de sécurité. Quand on parle de la sécurité humaine, ce n'est plus la sécurité des États. La sécurité, en tout cas venant de l'État, est distillée par l'État. Parfois même, le concept de sécurité humaine privilégie les populations, en disant que l'État ne protège pas suffisamment les populations. L'État protège plutôt l'État. Donc, il y a une évolution et aujourd'hui, tous les concepts tournent autour de la sécurité humaine qui prend en compte la sécurité environnementale. Aujourd'hui, on a des problèmes écologiques. Est-ce que les États sont formatés, sont assez adaptés pour prendre en charge cette forme de sécurité? D'aucuns pensent que l'État n'est pas assez outillé. C'est dire que donc il y a une évolution de la sécurité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la sécurité, c'est un concept qui est très vaste. C'est un concept qui, sur le plan théorique, est considéré comme une notion objective et subjective. Quand votre sentiment de sécurité, c'est vous qui le gérez. On ne peut pas vous dire, on ne peut pas aujourd'hui et maintenant dire que vous avez la sécurité. C'est pourquoi dans les pays développés, quelle que soit la sécurité que l'État, que les organismes, les organisations arrivent à mettre en place,
il y a des gens qui se sentent pas. Toujours un sentiment d'insécurité. Maintenant, c'est sûr que quand on parle de sécurité objective, c'est qu'il faut réprimer le fait délinquant. Quand on réprime le fait délinquant, on est dans la sécurité objective. On ne peut pas laisser peut-être des délinquants accomplir leur forfait et partir. Donc, quelque part, cette sécurité qu'on assure, c'est une sécurité objective. Mais il y a aussi une sécurité pratique. C'est vraiment le côté, la sécurité extérieure, la sécurité intérieure. Aujourd'hui, quand on parle de sécurité intérieure, on parle des armées. Parce qu'on pense qu'il y a des possibilités de se faire attaquer par des pays voisins. C'est la sécurité extérieure. Ça, sur le plan pratique, il y a des organismes, des structures qui sont créées pour prendre en compte ce côté pratique de sécurité ou de l'absence de sécurité. Donc vraiment, le concept de sécurité est quelque part quand même... C'est un concept très vaste. Très polysémique. Voilà, très polysémique. Voilà, très polysémique. Et donc son évolution est perceptible même au niveau des structures qui la prennent en charge. Avant, on parlait des armées, on parlait de... Mais aujourd'hui, avec le terrorisme, est-ce que les armées sont formatées pour les armées conventionnelles? Pour prendre en charge cette forme de menace qui est une menace, on parle d'une menace asymétrique. Donc, il y a aussi une évolution sur les modes de prise en charge. Qui nécessite une adaptation. Qui nécessite des organisations qui vont se charger de la sécurité. Exactement. Parce que la menace a changé de nature. Exactement. La guerre a changé de nature. Exactement. La guerre ne se passe plus dans les campagnes éloignées, mais ça se passe dans les villes. Tout à fait. Nécessitant de nouvelles formes, en tout cas, de technologie pour faire face à une menace qu'on n'arrive pas à saisir forcément. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui me paraît être très importante, c'est l'évolution de la conception qu'on peut avoir de la sécurité. On est passé d'une conception, c'est ce que vous dites, hein, d'une conception de la sécurité collective à une conception de la sécurité plus centrée autour de l'individu. Raison pour laquelle vous parlez de sécurité humaine. La responsabilité de protéger qui a conduit les États à inventer, peut-être des organisations, à inventer de nouvelles notions ou conceptions de la sécurité. On parle de plus en plus, depuis des années, de devoir d'ingérence, de responsabilité de protéger, de droit d'ingérence humanitaire, parce qu'on met de plus en plus l'accent non plus sur la sécurité collective des États qui cherchent à préserver leur souveraineté, mais on parle de plus en plus de sécurité humaine pour dire la souveraineté des droits de l'homme, pour marquer d'un trait la souveraineté des droits de l'homme qui semble primer. On a l'impression qu'il y a une primauté de la souveraineté des droits de l'homme sur la souveraineté de l'État. À tel point qu'aujourd'hui, il y a un concept pertinent qu'on développe de plus en plus dans les pays, dans les organisations, c'est la sécurité humaine. La sécurité humaine, quand on parle de sécurité humaine, vous avez convoqué Weber, l'État comme pouvoir, comme organisation qui est en charge, qui a le monopole de la régulation. Et qu'il faut voir le pouvoir comme modalité de régulation et non pas forcément de domination. Parce que les marxistes vont dire, par exemple, que l'État est un instrument au service de la classe bourgeoise pour dominer. Mais les Weberiens vont dire non, l'État, institution, organe, monopole de la violence légitime, l'État qui régule. Et si on sort de ces cadres-là classiques, on se rend compte que de plus en plus, on est confronté dans le monde à des questions de sécurité. Tout à fait. La sécurité ne vient plus forcément de l'étranger, du lointain, de l'extérieur. L'insécurité n'est plus forcément une insécurité militaire par rapport à sa souveraineté, mais l'insécurité peut toucher l'alimentaire, peut toucher le numérique. On parle d'insécurité numérique, d'insécurité alimentaire, à tel point qu'aujourd'hui, il faut peut-être appréhender la sécurité et l'insécurité dans ces termes. Et donc, j'en viens à ma question. Aujourd'hui, quels sont les types d'organisations dont nous disposons, aussi bien au niveau interne qu'au niveau international, pour gérer la sécurité? Qui gère la sécurité? Qui a ce monopole? Est-ce que le gendarme a encore toujours ce monopole? Est-ce que les forces de l'ordre ont toujours ce monopole de la sécurité? Confie-t-on nos sécurités à des entités privées, à des organisations internationales? Qui a en charge la sécurité, ou je devrais dire nos sécurités aujourd'hui? C'est une question pertinente parce qu'en fait, de plus en plus, l'État perd un peu le monopole de la violence légitime. Aujourd'hui, on a des organisations internationales de sécurité. L'ONU, le Conseil de sécurité,
est une organisation de sécurité parce qu'elle impose aux États de protéger ou de s'abstenir de faire certaines choses à certaines populations. Quand le Conseil de sécurité donne son autorisation pour envahir, par exemple, un pays, les grandes puissances, en fait, sollicitent, à la limite, ont la permission. Donc, le Conseil de sécurité est une organisation. Mais il y a plus important du point de vue de la contestation, oui, du monopole de la violence. C'est les organisations privées de sécurité. Les organisations privées de sécurité, aujourd'hui, font la guerre. On a des sociétés qui sont cotées en bourse et qui font la guerre au profit des États. On donne l'exemple des États-Unis, oui, c'est que beaucoup de gens ne savent pas. C'est des gens qui mettent les tenues, de leurs clients, entre guillemets. En fait, des mercenaires. Le mercenariat est une organisation de sécurité. Le nom est peut-être, disons, plus ou moins connoté. Ils ont changé le nom, voilà. On parle maintenant d'armée privée. Exactement. Vous avez aux États-Unis, en Irak, la guerre que les États-Unis ont menée en Irak en 2008. Il y avait 30 000 contractuels privés. Absolument. Les gens disent que c'était la moitié de... Et il y a aussi des auteurs qui ont même défendu que, écoutez, quand un État a un peu de sensibilité par rapport à ses populations, à l'opinion publique de leur population, et souvent on se dit, si on loue les services d'une organisation, on a moins de, disons, de retombées négatives quand c'est des mercenaires qui font et qui se font tuer, par exemple. Alors que quand aujourd'hui, dans les pays développés, quand ils perdent 2 ou 3 hommes, c'est un peu le tollé au niveau de l'opinion publique. Donc les organisations privées ont pignon sur rue. Et de plus en plus, les auteurs considèrent que vraiment, c'est même elles sont très utiles à l'instauration, à l'application de la sécurité. Les Américains n'ont jamais cru au monopole de la violence légitime. Absolument. Parce que dans leur constitution, ils considèrent que le droit de se protéger donne le droit de détenir une arme. Donc c'est une sécurité individuelle que la constitution octroie. Donc voilà un peu ce qui relativise le monopole. D'ailleurs, vous faites un tableau que je trouve intéressant, c'est la typologie des organisations de sécurité, page 27, où vous nous rappelez quelles sont les organisations de sécurité. Vous nous dites que ce sont les forces armées, la police, la gendarmerie, les forces paramilitaires, garde-côtes, garde-frontières, etc., les services de renseignement militaire et civil, le système judiciaire, l'importance d'un état de droit, le système judiciaire, les services correctionnels, les services criminels et de poursuite, les corps judiciaires traditionnels et coutumiers, le président, le premier ministre, les ministères, les comités consultatifs, les services de contrôleur général, les organisations officielles de la société civile. Tout à fait. Et là, je me suis arrêté, les organisations de la société civile. Tout à fait. En fait, cette approche est une approche partie prenante de la sécurité. Toutes les parties prenantes qui ont intérêt à ce que la sécurité s'applique ou ne s'applique pas sont des organisations de sécurité. Quand une organisation de la société civile traite des questions de sécurité, dans certains pays, ces organisations de sécurité siègent dans les instances où on décide des questions de sécurité. Parce que la sécurité est tellement transversale qu'elle ne doit pas uniquement être laissée aux militaires et aux hommes de tenue. C'est vraiment une affaire, disons, tellement transversale. Comme dit l'adage, la sécurité est tellement importante qu'elle ne doit pas être laissée aux seuls militaires. Voilà. Parce que, et ça, c'est dire que... Et je vais, par rapport à ce tableau, c'est un tableau donc, qui reprend une typologie donnée par un auteur Breeden. Breeden, vraiment, veut ratisser large. Pour dire que dans certains pays, les milices instaurent la sécurité. En Somalie, à un certain moment, s'il n'y avait pas les milices, le pays aurait sombré.
Donc, il y a beaucoup d'organisations de sécurité que l'on pense être en marge de la sécurité. On pense même qu'elles instaurent l'insécurité, alors que dans certains pays, elles ont une fonction régulatrice. Et je vais terminer par les mercenaires. Les mercenaires, aujourd'hui, les gens abandonnent le nom de mercenaires pour parler d'entreprises de défense et de sécurité ou en tout cas une notion de société qui fait des prestations de sécurité. Et c'est pour dire que, quelque part, quand je parle d'organisation de sécurité dans la thèse, je ne parle pas forcément des armées, de la gendarmerie, de la police. Je parle de toutes ces organisations. Parce que les contrats se négocient à Londres ou bien dans des bureaux climatisés. Hein, exactement. Et même au-delà, vous parlez de leadership. C'est-à-dire, à un moment, vous invitez un concept, le leadership. On ne peut pas aborder les questions de sécurité sans parler de ce que vous appelez le leadership performant. C'est quoi le leadership performant? En fait, en tout cas, le leadership est vraiment une théorie qui est abondamment, disons, traitée dans la littérature. Tout à fait. Vraiment, elle est transversale, pratiquement. Mais ce qu'on peut retenir ici, c'est que le leadership dans les organisations de sécurité, c'est un leadership qui s'inspire du monopole de la violence légitime de Weber, en disant que c'est l'État qui doit détenir le monopole. Donc l'État et ses démembrements, donc l'armée, la gendarmerie, c'est vraiment un leadership autoritaire qui s'appuie, qui se dit que les populations, les autres intervenants n'ont pas ont leur place, mais par rapport à nous, notre vision. Pas par rapport à eux, leur avis ou leur vision. Ce qui fait que le leadership dans les organisations de sécurité doit être abordé par rapport à ce style de leadership qu'on appelle leadership autocratique ou leadership autoritaire. Mais là aussi, la thèse va à compte courant de ce qui est établi, de ce qui est plus ou moins accepté. On s'est rendu compte que le leadership qui fait plus de place aux subordonnés, aux populations, ce leadership est plus performant. Et là, on a des exemples disons, la théorie a déjà beaucoup abordé dans les organes de sécurité. On se dit que, par exemple, quand vous renforcez, et ça, on revient sur le cas du Sénégal, quand vous renforcez la formation, vous renforcez la maturité. Donc, les Sénégalais ont eu cette chance, même ayant des textes un peu, disons, basés sur un leadership autoritaire, ont eu la chance de renforcer les subordonnés en les formant. Donc ça, on n'est plus dans le leadership autoritaire pur, on est plus dans le leadership contingent. Absolument. Ou dans le leadership transformationnel. C'est-à-dire, on s'appuie sur le subordonné, on s'appuie sur les populations pour aller vers la performance. Cette théorie est d'autant plus vraie qu'aujourd'hui, les menaces présentes, c'est vraiment le terrorisme, les conflits, disons, les menaces asymétriques, où les populations jouent un rôle extrêmement important. Et à partir du moment où voilà, vous avez un terroriste dans un quartier, parfois il peut disparaître mais si les populations collaborent, le terroriste, on peut dire, il peut plus ou moins le combat est mené par les populations. D'où le besoin de tisser donc, des relations de confiance. Voilà, c'est pourquoi on a vu dans la thèse, on a dit, écoutez, c'est un leadership partagé et davantage performant que les leaderships plus ou moins classiques que l'on connaît dans les organisations de sécurité. C'est-à-dire la relation, c'est une relation beaucoup plus horizontale qui cherche à s'inscrire dans une proximité plus que dans une forme d'autoritarisme. Parce qu'autoritaire fait peur. Tout à l'heure, je comprends bien ce que vous voulez dire. Parce qu'on ne peut pas, dans des sociétés régies par des droits, etc., négocier avec la loi pour faire passer. Non. Il faut que la puissance publique s'exprime dans toute sa rigueur et dans toute sa force pour faire respecter les lois. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'on a besoin d'une certaine pédagogie pour sensibiliser les populations. Nous sommes tous acteurs de cette sécurité-là et que nous devons tous être vigilants, surtout en ce moment, surtout aussi au regard des formes de menaces que nous guettent. Vous avez parlé du terrorisme, mais il y a d'autres menaces. Hein. Aujourd'hui, on parle de pandémie,
on parle des maladies. Il y a énormément de menaces, les menaces écologiques. Tout cela, ce sont des menaces qui, effectivement, guettent l'homme dans son existence, dans son quotidien, nécessitant le regard de l'autre, la vigilance de l'autre, la participation de l'autre, la responsabilité collective, donc partagée, de tous les acteurs sociaux. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut essayer de voir, de gérer les questions d'insécurité. Comme vous l'avez écrit, hein, en citant un auteur d'ailleurs, nous vivons un monde marqué par la mondialisation de l'insécurité. Il y a de l'insécurité partout, dans tous les secteurs, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, qu'il y a cette obsession quand même des États et même des acteurs individuels de faire de telle sorte que cette insécurité-là puisse être gérée. Tout à fait. Tout à fait. En fait, vous avez cité tout à l'heure Bigot, hein, qui disait que on doit revoir le paradigme de l'organisation de la sécurité. Parce qu'on n'est plus dans des pays, dans des entités isolées qui se protègent les unes contre les autres ou les unes avec les autres. Et donc, il a voulu dire, écoutez, quel est l'intérêt des armées, de la gendarmerie ou de la police? Aujourd'hui, l'ennemi, c'est quelqu'un qui peut être très dangereux, mais qui est à notre sein. L'ennemi ne vient pas forcément de l'extérieur. Voilà, l'ennemi ne vient pas forcément de l'extérieur. C'est à la limite un délinquant dangereux, mais ce n'est pas un ennemi, c'est parfois même un citoyen déviant, qui a dévié de la société, des règles de la société. Donc, et il a donné l'exemple aussi des terroristes qui quittent des pays pour aller faire des attentats dans d'autres pays. C'est le caractère mondial du phénomène terroriste. Maintenant, il dit la réponse doit être globale. Et donc, quelque part, nous avons cité cet auteur parce que nous, on a voulu dire par là que maintenant qu'on est dans un changement de paradigme, c'est ça qui explique l'évolution. C'est ça qui explique l'évolution de la stratégie et du leadership. Et en conséquence, l'évolution de la performance. Parce que la performance des organisations de sécurité était plus basée sur l'efficacité. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'efficacité peut être un objectif à satisfaire, qui peut être satisfait, cet objectif-là, avec le développement des technologies de l'information, du numérique, etc., qui certainement facilite peut-être le renseignement? On ne peut pas parler de sécurité sans parler de renseignement, d'information, d'échange d'informations entre les différentes entités au niveau des armées des différents pays. Alors, vous pensez qu'avec le numérique, avec les nouvelles technologies de l'information, avec toute la technologie moderne dont nous disposons dans nos États, qu'on peut mieux gérer la sécurité? Effectivement, hein, je crois que voilà, l'efficacité est, disons, nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aller plus vers l'efficience. C'est pourquoi, dans la thèse, on a vraiment structuré la performance suivant des critères. Et on considère que le critère d'efficacité est important, mais il faut y ajouter le critère d'efficience, de pertinence et de cohérence. On va également parler de viabilité pour les organisations de sécurité. Cela veut dire que la mesure de la performance ne doit plus rester au niveau de l'efficacité. Et ça remet toujours en cause le concept, la théorie du monopole de la violence qui dit qu'il faut coûte que coûte imposer le monopole de la violence. Si vous êtes efficace, vous avez le monopole de la violence. Là aussi, la performance, la thèse démontre, dit que non, mais attendez, vous devez être plus pertinent. Alors que le monopole de la violence légitime, c'est pertinent tout juste pour l'État. Mais les autres parties prenantes, ça peut ne pas être pertinent, mais c'est toujours, il y a des résultats. Absolument. Donc c'est ça qui nous fait dire que l'efficacité est nécessaire dans la performance, mais elle n'est pas suffisante. Absolument. Donc vraiment, c'est une thèse, comme Ibrahim l'a dit, qui est vraiment une thèse extrêmement riche. On ne pourra peut-être pas tout aborder en une seule émission. Exactement. Moi, je me suis posé la question,
juste pour terminer, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas eu de conflit entre le militaire et les gestionnaires et le manager? Parce que là, parfois, les tests sont un peu antinomiques. Tout à fait. Bon, mais vous savez, hein, comme vous avez dit, la stratégie, c'est vraiment un concept militaire. Absolument. Avant d'être un concept de gestionnaire. Tout à fait. Donc, quand vous y allez, vous avez l'impression d'aller dans des chemins différents, mais quand vous faites vraiment votre partie théorique, vous faites vraiment les lectures, vous vous rendez compte qu'on se retrouve et à la limite, on se complète. Absolument. Pas parce qu'un militaire qui veut déconstruire Weber, à un moment donné, on s'est dit, là, est-ce que... Oui, oui. On est plus à l'aise en tant que militaire avec ce monopole légitime de la violence. J'avoue que sur ce point, effectivement, l'universitaire a pris le dessus sur le militaire. Mais j'ai voulu aussi un peu inviter ou interpeller un peu les organisations de sécurité pour leur dire, mais on peut être plus performant. Tout à fait. Weber est, disons, pertinent, mais il n'est pas, disons, on peut l'améliorer. Parce que dans la thèse, on ne remet pas en cause, on relativise la théorie. Donc ça veut dire qu'on peut y mettre des ingrédients. C'est pourquoi on parle d'évolution, mais pas de révolution. Tout à fait. Hein? Et donc, véritablement, ça a été, en tout cas par rapport au travail, pour moi, le militaire vraiment est très réceptif à tout ce qui est, disons, nouveauté, à tout ce qui est innovation. Bon, on parle même d'Internet qui a été découvert. Mais toutes les technologies sont des technologies qui sont militaires avant d'être civiles. Voilà, donc quelque part aussi, on considère qu'on est, disons, un peu résistant au changement, mais quand on regarde, disons, quand on est assez attentif, on se rend compte que le militaire est également au devant de toutes ces innovations, de toutes ces avancées. Absolument. Et c'est dans cette perspective que un peu je me suis lancé dans cette étude et j'ai un peu, évidemment, j'ai un peu égratigné ou en tout cas un peu remis en cause une conception qui est quand même assez vieille dans nos organisations. En tout cas, nous avons été très heureux de vous recevoir. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous lire et beaucoup de plaisir à vous recevoir aussi. Merci. Je rappelle que le livre est publié aux éditions L'Harmattan Sénégal, l'évolution de la stratégie et du leadership dans les organisations de sécurité, les exemples du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Colonel Doudou Sall, nous avons été très heureux de vous accueillir. Nous vous souhaitons une bonne continuation. C'est moi qui vous remercie et vraiment, je vous souhaite une excellente soirée. Nous allons poursuivre cette émission avec un titulaire d'un doctorat en géographie. Il est chargé de prospective et stratégie à Enda Thiermon. Il est le secrétaire permanent de l'initiative continentale Rapport africain sur l'Afrique, RASA, qui vient de publier son numéro 1, édition 2020, intitulé « Des souverainetés des sociétés africaines face à la mondialisation ». Nous accueillons Dr Chergué. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Plaisir partagé. Je suis très heureux aussi d'y participer à cette émission si prestigieuse. Merci beaucoup. Qui nous a aussi beaucoup manqué à un moment donné. Et je retrouve deux personnes brillantes merci, que nous suivons tout le temps. Donc c'est un vrai plaisir. Merci pour les flatteries. Donc, comme je disais, vous publiez le numéro 1 du rapport alternatif sur l'Afrique, les souverainetés des sociétés africaines face à la mondialisation. On a vu une très belle préface de l'ancien président du Cap-Vert qui dit que ce n'est pas seulement un nouveau rapport, c'est vraiment quelque chose de différent. Justement, qu'est-ce que vous avez voulu faire? Parce que moi, c'est vrai que quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit aussi, un autre rapport sur l'Afrique. Quelle est la valeur ajoutée que vous avez voulu apporter, vous et toutes les ONG et les think tanks qui vous accompagnent? Oui, ce que nous avons observé depuis de nombreuses années maintenant, c'est que il y a tout un kaléidoscope de rapports qui sortent sur l'Afrique.
de beaucoup d'institutions nationales, régionales, continentales. Et souvent, en lisant ces rapports et surtout en laissant lire ces rapports par nos États, nos décideurs, on a l'impression que, en tout cas, d'un état d'insatisfaction. Parce que, d'abord, ces rapports commencent à beaucoup influencer nos politiques. Ces rapports sont attendus toute l'année, influencent les décisions, les prises de parole de nos décideurs. Et quand on les lit, on a parfois l'impression d'un très grand décalage entre ce qui est analysé, entre les concepts qui sont agités, entre l'appareil méthodologique et conceptuel qui est utilisé et ce qui se passe réellement en Afrique, autour de nous, que nous pouvons observer peut-être avec d'autres yeux. C'est donc pour cette raison que des organisations qui ont une grande expérience et une historicité dans la recherche et aussi dans la production de savoir sur l'Afrique, par l'Afrique, ces institutions se sont dit il nous faut faire un rapport par l'Afrique et pour l'Afrique. Et donc, ENDA, sa jumelle, le CODESRIA, deux organisations qui sont nées en 1972 pour répondre justement à ce défi, quelques années après notre indépendance, mais aussi rejointes par d'autres organisations du Nord aussi, la Fondation Rosa Luxembourg. Donc, on ne va pas nous accuser d'être uniquement entre Africains et tout ça, mais aussi Trust Africa et d'autres. Qui se sont dit, voilà, peut-être qu'on ne va pas faire tout de suite un rapport tous les ans, comme le font des bureaux avec des millions de dollars du PNUD, des autres institutions, mais au moins sortir tous les 2 ans un rapport qui devient une référence, comme les autres rapports, mais cette fois-ci à l'initiative et aussi pour servir les institutions africaines. Absolument. Et les décideurs. Vous avez structuré un peu votre rapport autour de 6 axes. D'abord, la souveraineté des sociétés africaines, la souveraineté économique, souveraineté monétaire, souveraineté culturelle, souveraineté numérique, souveraineté politique et fédéralisme. Est-ce que ce n'est pas toujours des sujets qu'on a toujours abordés? Est-ce que ce n'est pas voilà, des portes ouvertes toujours qu'on enfonce? On peut avoir cette impression et on peut aussi avoir l'impression que vous-même, vous avez eu l'habitude d'aborder ces sujets. Vous auriez pu être à ma place aujourd'hui. Pas du tout. Mais entre nous qui avons depuis de nombreuses années travaillé sur ces questions-là et le citoyen, le décideur, le militant aujourd'hui, il y a un hiatus. Absolument. Et ce rapport vient aussi combler ce hiatus, donner des outils et des éléments scientifiques aussi stratégiques et politiques à des combats, des mobilisations, un militantisme qui a toujours été là, effectivement. Mais c'est surtout pour accompagner cette régénérescence qu'on observe dans la pensée des pères fondateurs. Oui, toutes ces idées, on les a agitées dans les années 60, dans les années 70. On a eu l'impression que dans les années 80 et 90, elles se sont perdues. On était dans une période où la pensée unique sur le néolibéralisme, le libre-échangisme et tout ça avait fini par gagner tous les milieux, tous les esprits. Les prémices de la mondialisation. De la mondialisation. Et aujourd'hui, on se rend compte que la mondialisation est en panne, qu'elle a produit de la richesse pour les plus riches, appauvri les plus pauvres, notamment nous, nos pays, qui n'ont jamais été gagnants. Absolument. Elle a aussi produit des crises alimentaires, des crises financières, des crises environnementales. Et il s'ouvre aujourd'hui une nouvelle fenêtre d'opportunité pour repenser
les choses pour redémarrer, pour reset, comme on dit en anglais, surtout avec la crise sanitaire aujourd'hui. Absolument. Et c'est de ça dont je voulais parler, parce qu'avant de passer la parole à Ibrahima, comme vous avez dit, l'édition 2020, on ne peut pas parler de l'année 2020 sans parler de cette crise sanitaire à laquelle vous faites allusion. Est-ce que ça a été un déclic? Est-ce que ça a joué quelque chose, cette crise du Covid, par rapport à votre structure? Le premier rapport que nous avons appelé le rapport 0, qui était un rapport de positionnement, est sorti en 2018 et on voulait sortir le rapport 1 en 2020. Mais au cours de 2020, le Covid est arrivé et a à la fois confirmé le contenu du rapport, qui était déjà sous le prisme de la souveraineté. Et voilà un concept qui a été agité partout, même dans les pays qui sont aussi des pays assez hégémoniques. On a aussi réagité ce concept. Et le Covid a démontré tous les problèmes de souveraineté que nous avons. Et ça nous a encouragé à prendre encore un peu plus de temps pour observer ce qui se passe et donc à sortir le rapport dans un choix de date qui était aussi très symbolique, le 25 mai 2021. Mais c'est un rapport que nous avons produit en 2020, vraiment en prenant en compte le Covid, la sortie du Covid, même si on n'est pas encore sorti, mais au moins le Covid sanitaire, mais surtout le Covid économique, on n'en parle pas beaucoup, et la nécessité pour l'Afrique en général et nos différents pays de faire des ruptures, de faire des basculements vers autre chose que ce qui nous a menés jusqu'à aujourd'hui. Et si on ne fait pas attention, et c'est aussi une des préoccupations du rapport, c'est qu'on oublie. Qu'on oublie tout ce qu'on a appris durant le Covid sur nos faiblesses, sur la nécessité de ces ruptures, les mécanismes, les lieux, les domaines où on doit faire ces ruptures et qu'on se retrouve à faire la même chose qu'avant le Covid. Et ça, pour nous, ce serait un véritable drame. Je pèse mes mots. Bonjour, monsieur. C'est un ouvrage, un rapport très intéressant. Je pense que ça a été bien écrit avec de très belles photos, illustrations et aborde un certain nombre de thématiques qu'Alioune Ndiaye tout à l'heure a abordé, a mentionné. Je pense que ce rapport part d'une insatisfaction. Une insatisfaction à l'égard des modes d'appréhension classiques des problématiques, des problèmes africains. Et partant de cette insatisfaction, vous en arrivez à une déconstruction. Tout à l'heure, vous avez utilisé un mot important. Il faut rompre avec. Volonté de rupture pour ne plus continuer à s'inscrire dans une posture de consommation, de savoir, de pensée et de modèle. Pour appréhender les choses autrement et devenir peut-être des producteurs de connaissances, de pensée, de modèles à partir de l'Afrique avec les Africains. Repenser les pensées qui nous ont été infligées. Et donc ce rapport, du coup, devient intéressant. Vous utilisez, je pense, vous mettez l'accent quand même sur un concept fondamental. Vous parlez des souverainetés et non pas de la souveraineté. Parce que souvent, quand on parle de la souveraineté au singulier, on peut penser à la souveraineté de l'État, l'accession à l'indépendance, la plénitude de puissance, l'autodétermination, tout cela. Mais c'est un concept beaucoup plus vaste qui englobe beaucoup de registres à tel point que vous n'êtes pas tombé dans le piège et que vous nous parlez des souverainetés. Souveraineté économique, souveraineté numérique, souveraineté culturelle. Parce que même sur le plan culturel, on tend à être dépossédé de nos cultures, au pluriel toujours, d'où la nécessité d'inscrire la pensée, les pensées africaines, la réflexion sur le continent que touche le panafricanisme, nos États, le numérique, la technologie, la culture, les arts, tout cela, l'agriculture, de les repenser à partir de notre contexte africain. Parce qu'il y a un problème qui se pose. Quand il y a eu le phénomène de la mondialisation, de la globalisation, il y a quelques années, un certain nombre de publicistes ou d'intellectuels ont crié au secours ou sont allés trop vite en besogne. Certains ont pu écrire un certain nombre d'ouvrages en publiant, en disant c'est la fin des souverainetés. Parce que la mondialisation correspond à une interaction mutuelle généralisée dans le monde qui fait que nous vivons un monde marqué par ce que les géographes
Harvey appelle, David Harvey appelle, la compression du temps et de l'espace, à tel point que c'est la fin des territoires, c'est la fin des frontières, c'est la fin des souverainetés. On s'est rendu compte qu'il était allé trop vite en besogne, que ce n'était ni la fin des souverainetés, ni la fin du Tchèboudjen, ni la fin de nos pratiques culturelles, que la mondialisation, c'était une interaction mutuelle, certes, interpénétration des économies, développement du commerce et des transports, tout cela, mais que cela ne remettait pas en cause nos souverainetés. Et que c'était peut-être même une opportunité, à travers cette globalisation, de penser tous ces cadres-là. Et je pense que ce rapport-là, qui se veut alternatif, d'où son titre, alternatif, pour penser l'Afrique et intégrer toutes ces dimensions-là. Et donc, on voit que vous abordez l'économie. Et donc, tout de suite, première question qu'on peut se poser, qu'est-ce que l'Afrique, à travers ce rapport alternatif, cette volonté de penser le monde, que tout le monde a pu souhaiter avec l'arrivée de la Covid-19, qu'est-ce que le rapport a retenu comme enseignement, transmet comme enseignement, comme posture que nous devrions avoir? Certes, à la fin, vous parlez de panafricanisme, et même vous parlez de culturaliser le panafricanisme. Et là, on aimerait avoir des éléments aussi d'explication. C'est quoi culturaliser le panafricanisme? Quelles sont les réponses qu'on devrait avoir initiées, entreprendre, pour essayer de voir comment l'Afrique peut mieux se préparer demain face à de telles situations pandémiques? Alors, le rapport, effectivement, très multidirectionnel. Il y a eu beaucoup de contributions de gens avec de plusieurs disciplines. Et c'est une richesse que nous avons souhaité en ne faisant pas un rapport, comme je dis, par un petit groupe. Ce que nous voulions, c'est que ça soit issu d'une recherche-action, d'un processus. Donc le fait d'avoir dans une dizaine de pays africains des gens qui réfléchissent, qui interagissent et qui font des rapports pays, ça nous a permis de produire plus de 500 pages, même, qui n'ont pas tous été exploitées dans ce rapport-ci, qui est très synthétique. Et l'idée, c'est qu'à la suite d'un processus comme celui-ci qui produit ce rapport, qui est aussi un autre processus de vulgarisation, de partage, d'appropriation par les Africains. Donc c'est comme ça que l'initiative est construite. Et sur la question de culturaliser le panafricanisme, pour moi c'est un élément essentiel de ce rapport. Et j'avoue que je me suis beaucoup battu pour que ça occupe une place très importante. Parce que souvent, dans les rapports classiques, on ne retrouve pas la culture comme thème fondamental, parce qu'il y a un économisme prédominant dans ces rapports. On ne parle que d'économie. Alors que nous pensons que, notamment avec cette contribution de Martial Zebelinga, d'autant plus qu'il y a vraiment un rapport vraiment très, très fort entre l'économie et la culture. C'est ce que le rapport démontre. Et il montre que ça soit l'industrie, que ça soit l'artisanat, que ça soit le cinéma. Donc, il y a un fond, une fondation culturelle à tout modèle de développement économique. Voyez comme nous sommes habillés. Voilà, c'est aussi notre culture qui nous habille. C'est notre culture qui nous fait manger. C'est notre culture qui nous fait parler. Même quand on prend la question des langues. Donc pour nous, il est très important qu'on remette la culture au début et pas à la fin du développement. Parce que c'est souvent le cas. Parce que je pense que sur la balance économique, les déficits sont des déficits qui sont liés à la culture. Tout ce que vous mangez, c'est parce que la culture de l'autre vous a dit de le manger. Tout ce que vous achetez comme habit, tout ce que vous achetez comme voiture, tout vraiment, à la base, pour moi, c'est un problème culturel. Exactement. Et donc, il faut que dans le nouveau panafricanisme qui est en train de renaître, que cette fois-ci, qu'on ne se trompe pas de priorité. Qu'on sache que c'est un panafricanisme africain, culturellement africain, que nous construisons. Ce n'est pas une Union européenne ou les États-Unis d'Amérique, non, c'est les États-Unis d'Afrique, ou en tout cas un panafricanisme purement africain que nous
que nous proposons. Donc il me semble que ce changement de paradigme-là, il doit se poursuivre et avoir une influence sur tous les autres domaines que le rapport adresse, que les politiques et les stratégies de nos États et des organisations panafricaines élaborent. Pour nous, c'est un élément essentiel. Vous illustrez ça, c'est important, parce qu'il y a une table très intéressante dans le rapport, à la page 95, que j'invite tout le monde à aller voir. Oui. Parce que c'est un résumé illustré, parfaitement bien illustré de ce qu'il faut faire dans le domaine de la philosophie et de la spiritualité. Les cosmogonies, contes, philosophie, religion, joute verbale, langage, etc. Recherche de la sagesse, religiosité, observation. Dans le domaine de l'économie, les sagesses sur l'échange, la rareté, tout ça, les techniques agricoles, les épargnes endogènes, etc. La santé, les connaissances et représentations de l'humain et du vivant, les ethnosciences, l'éducation, la construction, l'architecture traditionnelle, ça doit t'intéresser, la spiritualité, la connaissance de l'environnement, tout ça, démocratie, pluralisme, charte de Kouroukan Fouga, Mansaya, Ubuntu, etc. Habillement, art, conception esthétique, spiritualité, la conception du monde, les musiques rituelles. Vous avez illustré à travers cette table-là les savoirs, comment les savoirs endogènes peuvent nous aider à repenser ce monde-là et à utiliser ce qu'on a souvent rangé dans la catégorie des savoirs acculturels pratiquement. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant et qu'on a une piste peut-être à explorer. Absolument. Je pense que ce que propose le rapport, c'est un nouveau départ qui re-questionne la culture comme un levier de développement et qu'on perde nos complexes sur, par exemple, la spiritualité. Moi, par exemple, c'est un domaine dans lequel j'ai un peu travaillé et on se rend compte que oui, l'homme africain est d'abord avant tout spirituel. Donc, et tu ne peux pas lui enlever ça. Le matérialisme du capitalisme, il a beau nous être vendu par les médias, par le cinéma, le spirituel reprend toujours le dessus. La religiosité reprend toujours le dessus. Donc il me semble que de ce point de vue-là, on a aussi beaucoup, non seulement à recentrer nos pensées, notre pensée politique, notre pensée économique, mais aussi à refonder le monde, c'est-à-dire à réapprendre au monde le sens de l'essentiel. Et ça, même le Covid nous permet aujourd'hui d'avoir cette lecture. Au beau milieu de la crise de l'année dernière, on a commencé à voir dans certains titres « et Dieu dans tout ça », dans les médias internationaux. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et il me semble aussi qu'en dehors de la souveraineté culturelle, la souveraineté numérique, par exemple, peut beaucoup s'appuyer sur notre culture. On est dans le cadre de la mondialisation, dans une bataille des contenus. C'est vrai que nous sommes largués du point de vue technologique, mais du point de vue des contenus, nous ne sommes pas largués. On peut même sur le plan technologique, là, on commence à gagner, le gap. à avoir des gains de souveraineté. Juste en venant ici, je lisais qu'il y avait depuis début 2021 une vingtaine de satellites africains lancés dans l'espace sur cette année. Donc il y a un rattrapage technologique, mais il faudra aussi s'appuyer sur la bataille du contenu qui positionne nos cultures comme les cultures les plus pertinentes, les plus utiles pour la reproduction de l'humanité. On pourrait rajouter l'exemple de l'habitat. Oui. L'habitat africain a une particularité. Absolument. Et on a suivi à un moment le modèle occidental de l'habitation. À tel point qu'aujourd'hui, on est en train peut-être de vouloir rectifier, ou si on ne rectifie pas aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, on va rectifier. Oui. Il n'est pas toujours nécessaire. Et dans le monde occidental, ils ont compris de couper les arbres pour mettre en lieu et place du bâtiment, du fer et de l'acier et du béton. On peut construire en gardant notre environnement. Nous vivons le réchauffement climatique. Ça, c'est pour déplorer. Vous auriez pu peut-être rajouter un gros chapitre sur l'écologie. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté au réchauffement de la planète. Et je pense que nous pouvons apporter beaucoup de choses en Afrique par rapport
à cette maîtrise-là de l'environnement, de notre écosystème, reboiser, ne pas forcément mettre des autoroutes partout, ne pas mettre des constructions alternatives pour adapter nos modes d'habitation par rapport à notre environnement, par rapport à notre écosystème. Et je pense que là, les Africains ont beaucoup à proposer. Mais si notre rapport à la nature, surtout dans notre rapport aussi à la... Moi, je suis géographe, donc effectivement, la question de l'environnement, de l'écologie, du développement durable, maintenant on parle d'agenda 2030, va occuper une place très importante dans les prochains rapports. Ça, c'est clair. Le rapport ne pouvait pas aborder tous les thèmes. Tout à fait. Mais je suis d'accord avec vous qu'on est là aussi dans un moment de basculement. Parce que l'humanité, même la crise sanitaire est le produit d'une crise de l'anthropocène, de l'environnement. Il faut qu'on re-questionne pour nous et pour le monde, mais surtout qu'on projette de l'Afrique, de la croyance africaine sur notre rapport à la nature dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Absolument. Vous avez dit tout à l'heure, en démarrant votre propos, que vous vouliez que ce rapport soit un rapport de référence. Qu'est-ce que vous faites en ce sens-là? Est-ce que vous avez approché les autorités? Est-ce que vous travaillez de concert avec les autorités pour qu'ils puissent tenir compte? Oui, nous sommes très satisfaits de la notoriété du rapport déjà en 3 ans. Comme vous l'avez vu, il y a un ancien président africain qui l'a endossé, qu'il a aussi envoyé à tous ses collègues. Le rapport est reçu à l'Union africaine, le rapport est reçu dans les communautés économiques régionales. Nous l'avons aussi donné à toutes les ambassades ici, également de certains pays du Nord, des institutions internationales. Et donc, pour nous, ce n'est qu'un début. Et il faut qu'il s'impose, mais surtout pour mettre en avant cette notion de souveraineté, qu'on mesure individuellement, mais aussi collectivement, mais aussi à l'échelle de nos pays, à l'échelle du continent, tous les gains de souveraineté que nous faisons tous les ans. Que ça soit ça notre visée. Et qu'on sorte surtout du modèle néolibéral dans lequel nous sommes souvent infantilisés et périphérisés, j'allais dire. Pour nous, ça aussi, c'est un élément clé du rapport, le fait de sortir de cette logique de libre-échangisme, de compétition dans lequel l'Afrique a été insérée, mais surtout comme un puits de ressources. Et ça, pour nous, c'est un élément très important, que l'Afrique prenne conscience désormais que cet état de fait peut être changé, qu'on doit avoir une vision à long terme là-dessus, qu'on doit avoir des stratégies, qu'on doit avoir des politiques qui sont vraiment des leviers de transformation de ce point de vue-là. C'est bien de préciser que revendiquer, rechercher cette souveraineté, ce n'est pas se fermer aux autres. Exactement. Il n'y a pas une incompatibilité entre le fait de dire, écoutez, nous guettons plus de souveraineté, mais aussi que nous sommes dans un monde marqué par l'ouverture dans le monde et qu'on peut trouver ce link, ce lien, ces rapports d'échange, de complémentarité, d'influence, d'enrichissement mutuel, sans fortement renoncer à nos souverainetés. Oui, et l'Afrique ne se fera jamais toute seule. Et l'Afrique est obligée aussi de travailler à changer le monde. Je suis d'accord de ce point de vue-là avec les ateliers de la pensée. Donc, beaucoup de vos collègues y ont contribué. Hein. Donc, Felwine Sarr, peut-être pas cette fois-ci, mais beaucoup de gens de l'UGB, Mampendaba, et toute cette mouvance qui travaille aussi sur les nouveaux indicateurs de développement. Ça, c'est aussi un élément très important du RASA. C'est-à-dire comment repenser le produit intérieur brut, comment repenser ces indicateurs à partir desquels on mesure notre insertion dans la mondialisation et que nous devons réinventer sur la base de notre propre principe et de notre propre trajectoire vers un bonheur que nous pouvons nous-mêmes mesurer. Passer du produit national brut au bonheur national brut. Et par exemple, c'est ce qu'un pays a fait. Et en tout cas, l'Afrique a aussi doit avoir en tout cas une initiative de ce point de vue. C'est le rapport alternatif sur l'Afrique, RASA.
Le numéro 1 s'intitule « Les souverainetés des sociétés africaines face à la mondialisation ». Docteur Cherki, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vraiment, nous vous souhaitons une bonne continuation. C'est moi et j'encourage beaucoup Monsieur Sylla, vous-même et tous les autres à aussi venir y contribuer. C'est notre bien à tous. Nous allons terminer cette émission avec quelqu'un qui a été 2 fois champion d'Europe, 3 fois champion du monde WWA, en 49 combats, 5 défaites et 25 victoires par KO. Ibrahima Sylla aura compris qu'il ne faudra pas énerver notre invité. Il est actuellement le président de la Ligue professionnelle de boxe du Sénégal. Il vient nous parler de la reprise du championnat national après un arrêt de 37 ans. Nous avons le plaisir de recevoir M. Souleymane Bailly. Bonsoir, champion. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Moi également. Comme je viens de dire, là, votre palmarès, il est assez impressionnant. Ce qui étonne parfois, c'est que la boxe ne soit pas vraiment bien connue ici au Sénégal. Vous êtes sénégalais, vous avez eu tout ce parcours et les gens ne vous connaissent pas très bien. Oui, bon après c'est sûr que moi j'ai eu un parcours surtout en Europe et à l'étranger, surtout aux États-Unis, en Angleterre, en France. Mais après, j'aime bien le rappeler souvent. Il faut savoir que le premier noir champion du monde africain, c'était Batlinsiki. Donc, autant avant, il y a eu beaucoup de soirées de boxe qui étaient à Iba Mar Diop. Donc, il y avait Idrissa Jones et beaucoup d'autres boxeurs, Alassane Diouf, où il y avait beaucoup de boxeurs où je me suis donc inspiré. C'est vrai que pendant un moment, il a fallu malheureusement que la boxe meure un petit peu. Et que là, avec le président de la fédération, on essaie de revivre ça au bout de 37 ans d'inactivité. Absolument. Et c'est ça qui est assez impressionnant. On a eu 37 ans d'arrêt de la boxe. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Difficile à l'expliquer parce que c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup d'engouement. On faisait de la boxe un petit peu partout. Alors quand on dit 37 ans, c'est vrai qu'il y a 37 ans qu'il n'y a pas eu de championnat. Mais il y a toujours eu des petits galas à droite, à gauche, où on arrivait plus ou moins à faire une équipe nationale, mais sans avoir vraiment de championnat. Je pense que c'est un petit peu ça l'erreur qu'il y a eu, de faire un petit peu des galas un petit partout. Mais bon, il est bien d'avoir un champion national pour définir une équipe nationale et après pouvoir compétir dans les niveaux Afrique, zone 2 et championnat d'Afrique et ce qui s'ensuit. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est d'abord remettre le championnat dans les rails. Parce que depuis 37 ans, je trouve ça assez beaucoup. Pour pouvoir permettre à ces jeunes garçons de dire voilà, de définir en tant que champion de France, de rentrer dans l'équipe champion du Sénégal et rentrer dans l'équipe sénégalaise afin de compétir dans le niveau international. Actuellement, vous êtes le président de la Ligue professionnelle de boxe et vous nous avez parlé du président de la fédération. Donc, vous êtes plus sur le côté de la professionnalisation. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'au Sénégal, on peut se professionnaliser dans la boxe? Oui. Alors, il faut savoir, effectivement, parce que c'est assez différent de différencier les autres, c'est que la boxe amateur, on dit amateur, c'est pas le mot, mais c'est tout ce qui participe au championnat d'Afrique, au championnat du monde et aux Jeux Olympiques. La boxe professionnelle, si j'ose dire, c'est plus l'incarnation de Mohamed Ali, Mike Tyson et tous les autres grands boxeurs. Donc, c'est 2 secteurs qui font la même boxe, mais différemment. La boxe amateur, c'est-à-dire on cherche la recherche d'un nombre de coups. La boxe professionnelle, on cherche sur un nombre d'efficacité pour terminer le combat avant la limite. Donc voilà la différence un petit peu des deux. Et c'est vrai que, comme je vous ai dit, en 37 ans, c'est pas évident, mais on a au Sénégal des bons boxeurs, comme j'ai cité avant Batlinsiki, après il y a eu Hassan Diouf, Idrissa Jones, c'est des gens qu'on connaît, mais il y a eu beaucoup d'autres. Et c'est ce qui donne un petit peu que le Sénégalais a cette alchimie ou cette arme en soi qu'il faut réveiller et forcément apprendre. Mais il y a vous quelque avez chose. voulu de parler de la lutte avec frappe, évidemment, parce que qui est notre sport national et qui contient aussi des coups appuyés. C'était justement pour vous amener à faire cette différence que je posais la question. Parce que moi, j'ai toujours en tête des pays comme Cuba, qui, dans le domaine de la boxe amateur, on l'a tous suivi depuis qu'on est jeune, qui sont vraiment sur le plan mondial. Cuba est une référence. Numéro 1.
premiers vraiment sur le plan de la boxe amateur. Et ils ont mis le focus vraiment sur ça. C'est une stratégie, une politique nationale de faire de la boxe amateur. Parce que, vous le savez aussi bien que moi, la boxe est dangereuse quand même. Il y a beaucoup de polémiques par rapport à ça, à la boxe professionnelle. On voyait avant que lorsqu'il s'agissait de boxe amateur, il y avait les protections. Je pense, peut-être que je me trompe, que ça a disparu. Je pense que les casques, même au niveau de la boxe amateur, il n'y a plus de casques. Je dirais peut-être que c'est dommage, mais il y avait les casques au niveau de la boxe amateur, au niveau des Jeux Olympiques. Je me disais, moi, je me demandais, est-ce que ce n'était pas peut-être la bonne approche, l'approche de Cuba pour nous, les pays, peut-être des pays africains, qui avons peut-être, je ne dirais pas, nous, surtout Sénégalais, ce côté assez pacifique. Vous me direz que c'est peut-être quand on a la boxe, quand on a la lutte avec frappe où les gens se donnent des coups de poing à main nue, vous me direz que ma théorie ne tient pas trop la route, mais quand même, je me disais que pour nous, pour les parents qui veulent faire que les enfants apprennent la boxe, est-ce que nous ne serons pas plus enclins à les amener faire les arts martiaux? Par exemple, moi, personnellement, je dirais à mon enfant peut-être d'aller faire du karaté, du judo, que de faire de la boxe, que je peux considérer comme une discipline dangereuse. Alors, moi, je ne vous dirais pas à votre enfant de ne pas faire du karaté, parce que j'en ai fait aussi. Le karaté est une bonne discipline. Mais je vais revenir dans ce que vous dites. Il faut savoir que la boxe, à la base, c'est un sport, on dit toucher sans se faire toucher. Pour vous expliquer, c'est un petit peu un jeu d'échecs et l'escrime des points. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'allais dire l'escrime plutôt. Oui, l'escrime des points, mais un jeu d'échecs. Pourquoi un jeu d'échecs? C'est-à-dire que la boxe, c'est pas de taper le plus de fois son adversaire. C'est surtout de ne pas se faire toucher. Donc, pour ne pas se faire toucher, ce qu'il faut emmener, c'est emmener de l'anticipation. Il faut emmener de la technique et surtout de la tactique. Vous verrez que la boxe, c'est plutôt mental que physique. C'est-à-dire comment on appelle le noble art. Le noble art. C'est-à-dire que comment vous avez réussi à faire bouger votre adversaire, arriver à le déplacer, arriver à l'orienter. Et pour ça, il y a des grands noms. C'est Ray Sugar Robinson, qui était un danseur de claquettes, qui avait été majestueux sur le ring, qui arrive à bouger, qui arrivait à déstabiliser son adversaire. Et celui qu'on connaît tous, c'est Mohamed Ali. Donc il avait ce noble art, comme on dit. Après, la boxe est vaste. Forcément, techniquement, c'est moins compliqué quand on a deux adversaires ou qu'on a moins d'armes. Et forcément, ce duel, on va dire, de gladiateurs. Et pour les enfants, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enfants aujourd'hui. J'aime bien quand vous avez, comme vous avez dit tout à l'heure, en introduisant votre propos, vous avez bien fait le distinguo entre la boxe amateur, où ce sont les points qui comptent, oui. Le fait de toucher. Là, vous revenez à l'essence même, à l'origine même du noble art. Oui. Toucher, ne pas se faire toucher, engranger des points et gagner. Oui. Mais là, lorsqu'on rentre après dans la boxe professionnelle, comme vous dites, là, c'est l'efficacité, c'est le chaos qui est visé. Alors, c'est exactement la même chose. Je m'explique, mais différemment. C'est-à-dire qu'en boxe amateur, quand on cherche l'efficacité, on perd. Parce que c'est sur nos nombres de points. Mais sinon, la stratégie est la même. C'est toujours toucher sans se faire toucher. En professionnel, c'est exactement la même chose, seulement vous avez le droit à l'efficacité. Plus vous êtes efficace, moins le combat dure. Mais il reste toujours qu'il faut toujours toucher sans se faire toucher. Et pour faire ça, il faut des stratégies. Il faut des stratégies, emmener son boxeur, l'emmener à se fatiguer, l'emmener dans des stratégies. Est-ce qu'il est vraiment fort du crochet, du point? Enfin, c'est des stratégies qu'on travaille ensemble à la salle, généralement avec son entraîneur. Mais on reste toujours dans l'efficacité. C'est-à-dire qu'on commence la boxe à partir de 8 ans, jusqu'à qu'on puisse arrêter en compétition. On part toujours dans le but d'anticiper, de désorienter son adversaire. Les bras servent à toucher, mais c'est surtout la formation tactique, technique. Et comme vous m'avez dit en introduction, vous verrez jamais d'autres sports où on peut se taper dessus du 1er au 12e round et on finit d'aller boire un verre ensemble avec ce fair play. Dans toutes les disciplines. Alors, je ne veux pas accuser un sport où malheureusement ils ne sont pas comme ça, mais quand vous voyez le football, ça ne reflète pas par rapport au sport où ils sont là à mettre des buts. En aucun cas, ils sont là à se taper dessus. Et ce sport qui est la boxe, où c'est ça, derrière, il y a un fair play. Ça veut dire qu'on engage toujours à des jeunes enfants, c'est-à-dire que ceux qui sont plus ou moins timides, on les aide à les aguerrir, à avoir une personnalité. Et ceux qui sont turbulents et ténébreux, on leur apprend à contrôler ce service. C'est-à-dire qu'on appelle la force tranquille. À canaliser cette énergie. Exactement, sinon la sentence est immédiate sur le ring. Alors, qu'est-ce qui explique que la boxe ait perdu
beaucoup de vitesse au Sénégal, si jamais elle a eu une quelconque vitesse au Sénégal. Est-ce que ce n'est pas attractif, contrairement à ce qui se passe à Las Vegas, où la boxe est un véritable show, un véritable spectacle? Il y a le concert qui va avec, il y a les tenues qui vont avec, il y a la musique, tout est là, les lumières, les sons. Je suis souvent cette boxe-là, à tel point qu'on est captivé par ce moment-là. Est-ce à dire qu'au Sénégal, ce qui gravite autour de ce secteur, autour de ce sport, ces gens-là n'ont peut-être pas réussi à la rendre attractive, cette boxe-là? Est-ce que l'enjeu aujourd'hui, le défi, ce n'est pas de faire comme on a pu le voir avec la lutte? Et je pense que la lutte sénégalaise, d'ailleurs, a beaucoup piqué, volé une partie, les rencontres, la face-to-face, là. C'était la boxe, je pense, qui avait commencé cela. Où les deux boxeurs sont dans une mise en scène, dans une dramatisation du combat qui reste à venir, où l'on se bouscule, où on est là, on s'envoie des mots. Mohamed Ali était fort dans cet exercice. L'Afrique, je pense, entre le combat entre Mohamed Ali et George Foreman, qui a eu en Afrique, je pense que l'Afrique avait l'opportunité de développer à partir de cet instant la boxe. Et peut-être beaucoup de boxeurs ont été inspirés par ce combat-là et ont dû investir cet art-là. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette image, apparemment, qui ne se justifie d'ailleurs pas, dont souffre la boxe? Qu'est-ce qui se passe pour que la boxe ne soit pas attractive? Peut-être je me trompe, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui se lancent dans la boxe, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de jeunes qui vont vers la lutte, voire vers les autres sports, que vers la boxe. Est-ce que c'est synonyme? Est-ce que ça renvoie à l'image d'une violence? Parce qu'on donne des coups sur la tête et on sait les conséquences que peuvent revêtir cette forme de pratique. Alors, où se situe le problème? C'est bien que vous me posiez ces questions parce que je vais être adoré de vous répondre. Vous avez bien dit la lutte avec frappe. Si on regarde la lutte avec frappe, c'est un sport traditionnel. Il n'existe qu'au Sénégal. Pourquoi? Parce que c'est un sport traditionnel. On a accepté de la lutte sans frappe et on est de la lutte avec frappe. Parce qu'on s'est rendu compte que la lutte avec frappe, c'était plus traditionnel. Et vous l'avez bien dit, la lutte a volé ou a pris, parce que je n'appellerai pas le mot voler, a pris ce face-to-face, ces engagements comme il y avait en boxe. C'est exactement ça. Maintenant, la tradition a permis avant le sport. La boxe, je vous parle des époques 70, 75, 60, jusqu'à 80, il y en a toujours eu. Et il y a eu ce fléau sur la lutte, où il y a eu beaucoup de sponsors, où il y a eu beaucoup de matisation dessus, et on s'est consacré à ça. Et la lutte, on mis de l'argent, parce qu'il faut savoir, aujourd'hui c'est ça. Mais aujourd'hui, je prends devant vous un pari devant la table, le meilleur, le sportif le mieux payé au monde, c'est un boxeur. Et il s'appelle Mayweather. Avant lui, c'était Mike Tyson. Avant lui, c'était d'autres et d'autres. Donc, ce qui veut dire que la boxe, elle est au niveau international. Il est dommage que c'est vrai qu'au Sénégal, elle s'étue un petit peu, elle s'étue, mais avec le président de Mamoun Sen, on est en train de remettre ça en place, avec justement l'attractivité de faire des combats professionnels, où aujourd'hui on offre des bourses à 1,5 million à 750, quand avant, malheureusement, il n'y avait pas ces engagements financiers où ils boxaient les pauvres pour un sandwich ou malheureusement 10 000 ou 20 000. Et quand de l'autre côté, vous avez de la lutte où, selon les combats, vous avez des grandes bourses faramineuses. D'accord? Il faut savoir qu'un grand combat de lutte, comme on a l'occasion d'avoir, c'est des bourses à 250 millions, 300 millions. Qui est une somme colossale. Quand vous avez un boxeur qui vous touche 270 millions de dollars en une nuit. Donc le choix... Pour arriver à ce niveau-là, il y a combien de boxeurs? D'accord, alors là je vous parle de Mayweather. Je vous parle de Mayweather. Dans ces cas-là, vous allez me dire, mais combien de lutteurs touchent cette bourse-là? Vous allez m'en citer 2, 3, maximum, allez 5, doigt de la main. Moi, je peux vous citer au minimum de 1000 boxeurs qui touchent entre minimum 1 million de dollars, 1 million de dollars, à 4 ou 5 ou 10 millions de dollars. Ouais. Dollars, je vous parle pas de français. Non, c'est pas Las Vegas, ça se fait généralement en Allemagne, ça se fait en Angleterre et forcément Las Vegas. Pourquoi on dit toujours Las Vegas? Parce qu'il faut savoir que c'est l'endroit où on ne paye pas d'impôts.
Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de combats qui sont là-bas. Enfin, moins d'impôts, moins d'impôts que ce que certains Et le d'autres côté pays. attractif, tout le showtime, toute voilà, la mise en scène qui entoure. Est-ce que là, il n'y a pas une piste quand même à vous, qui êtes de la fédération, à créer les conditions pour que les gens aient envie le samedi soir, le vendredi soir, d'aller au stade Marius Ndiaye ou je ne sais pas dans quel. Le ring est là, tout est mis en place, la musique, le concert, tout ce qui va avec, les costumes, tout ça. Alors, Toute la mise en scène pour que, voilà, avant le combat, que les gens soient préparés, en tout cas, aient envie de... bien sûr. Alors, il faut savoir qu'on a déjà commencé ça avec le président. Ça fait notre 4e journée. On a commencé depuis le 28 mai. On était à Magic Land. Donc, à Magic Land, sur un grand concept. D'accord. On a fait, donc, beaucoup d'artistes, comme vous dites. Viviane est venue. Beaucoup d'autres, Jeanne Titi. Ça veut dire que beaucoup d'artistes sont venus. Beaucoup de lutteurs, d'ailleurs. Il y a Tafatine qui est venu avec aussi Papasso. C'est-à-dire que on emmène cette image parce qu'elle se meurt. On a réussi tout ce show-spectacle. Tout ce show-spectacle, en attendant, pour donner envie à tous ces boxeurs. Vous allez voir, c'est plein. Il y a plus au moins de 600 ou 800 personnes qui sont là tous les 2 vendredis. Et je vous invite à venir au prochain après le Tabaski. Et vous verrez, vous serez surpris par vous-même, l'engouement, l'engagement d'une de la fédération, mais surtout le public. Surtout le public qui en demande. Aujourd'hui, on a plein d'enfants qui souhaitent faire la boxe et on a toujours cette notion de leur donner la pratique de toucher sans se faire toucher, une notion d'esquiver avant tout. Qu'est-ce que vous pensez de l'UFC et des MMA? L'UFC et le MMA, ce qui l'emmène, c'est que c'est beaucoup de disciplines, dont le karaté, le judo, la boxe, le kickboxing et d'autres, qui ont fait un complexe aujourd'hui attractif, parce que les temps changent. C'est ça, les temps changent. Et à donner à tous ces sportifs de pouvoir se rencontrer avec chacun leur discipline. C'est ça l'UFC. Si on regarde vraiment l'UFC, c'est ça. C'est de dire à chaque fois, moi je dis oui, je suis le boxeur, je suis le meilleur. Le karatéka va dire la même chose, le lutteur va dire la même chose. Donc là maintenant, on les met ensemble et chacun sa technique. Et de là, on voit qui est le meilleur. Et du coup, c'est attractif. Mais juste pour le prolongement de sa question tout à l'heure, c'est par rapport au championnat, est-ce que vous avez pensé à ce qui est primordial, c'est-à-dire les médias? Parce que quand vous parlez du succès de la lutte, voilà, tout ce qui c'est basé sur les médias, est-ce que vous avez des accords avec des contrats avec les télévisions? Est-ce que vous pensez à ce support médiatique? Parce que pour moi, à mon avis, sans ce support médiatique, ça ne pourra pas aller loin. Comme vous dites, on a la chance d'avoir une exclusivité avec votre chaîne qui est RTS. D'ailleurs, c'est très bien. Il faut savoir qu'on a 8 émissions donc, qui se font avec Françoise. Donc, ça peut dire, voilà déjà l'engouement et l'engagement qu'il y avait à faire. On voulait vraiment le faire sur la chaîne nationale. D'ailleurs, à ce prix, je les remercie et je vous remercie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et on essaye d'expliquer, donc on a une émission sur 12 et on explique les fondamentaux de la boxe, pourquoi ceci, pourquoi cela, afin d'attirer les parrains. Parce qu'on travaille tout de suite, dès maintenant, pour Dakar 2026. C'est parce que c'est ça notre objectif. C'est qu'on ne veut plus que ce soit le Sénégal qui est merveilleux, organisation super pour avoir 0 médaille. Et c'est, en tout cas, mon premier engagement est le président. Et donc, pour ça, nous avons c'est la chaîne donc RTS qui nous suit avec ses émissions afin de diffuser, afin de montrer qu'aujourd'hui, la boxe, comme le Phoenix, renaît de ses cendres. Et il y a des boxeurs de talent sur lesquels on pourrait porter beaucoup d'espoir, puisque vous évoluez dans ce système. Est-ce qu'on peut nourrir de sérieux espoirs quant à nos boxeurs? Mais bien sûr, mais vous savez, c'est comme dans tout. Hein. Pour pouvoir récolter, il faut semer. Il faut semer. Aujourd'hui, c'est le président Mamoun Sen de ces deniers qui aime la boxe, qui facture tout le temps les combats. Bien sûr, il faut miser pour attirer les sponsors et puis que ça vienne. J'espère que ça ne va pas tarder. Mais voilà ce qui fait l'engouement où beaucoup de gens viennent. Vous verrez, il y a des sons de lumière, des artistes qu'on paye. C'est vraiment agréable à passer. Mais tout ça, avant, elle se meurt parce qu'il n'y avait personne qui misait de ces deniers. Pour vous faire un calcul simple, c'est un coût qui coûte par soirée 15 millions. Vous me direz que c'est rien, mais 15 millions déjà sur 4 soirées, on va en faire sur 8, et d'autres encore qui viennent, vous voyez, c'est assez énorme. Parce que la boxe qu'on veut faire, c'est assez rigoureux. C'est-à-dire qu'on veut faire des championnats cadets, des championnats juniors, des championnats seniors, et surtout féminins. Il y a beaucoup de femmes qui font de la boxe aujourd'hui, et c'est un sport qui montre que, voilà, je veux dire, la boxe, il n'y a pas de
Il n'y a pas comment on appelle ça. On fait de la boxe, on n'est ni femme ni homme, mais on fait de la boxe. Toujours dans la règle de toucher sans se faire toucher. Ce serait dommage de gâcher leur joli visage. d'y arriver. En tout cas, comme le dit votre slogan, Box is back. Je pense que ce sera pour de bon cette fois-ci. Bah, j'espère. Donc nous avons été très heureux vraiment de vous accueillir sur ce plateau. Nous vous remercions d'être passé pour parler de la reprise du championnat national. Remercier aussi le professeur Ibrahim Ossila qui nous accompagne toutes les semaines. Remercier tous les techniciens de la RTS et tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches à dimanche prochain. Inch'Allah.